Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui jouent finalement la prudence en ce début d'année entre des marchés américains qui vont essayer d'éviter une deuxième séance de baisse consécutive pour entamer 2021 et les indices européens qui étaient partis en trombe hier avant de se calmer. Les choses sont en train de s'équilibrer. Le CAC clôture en légère baisse ce soir autour de 5560 points, avec toujours quand même l'idée sous-jacente de la reflation, du redémarrage du cycle. On le voit à travers les taux longs américains notamment, qui montent de quelques points de base, les matières premières, le pétrole qui gagne plus de 3% aujourd'hui alors que l'OPEP a reporté sa décision d'augmentation de sa production. On le voit également à travers les secteurs qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, et le secteur pétrolier, le secteur automobile ou encore le secteur bancaire qui font figure de leader sur les marchés européens. Le marché qui joue quand même la prudence, je le disais, avant l'événement politique de ce début d'année. Tout repose sur 2 sièges de sénateurs qui vont devoir être choisis par les électeurs en Géorgie en ce moment même. On suivra évidemment les premières estimations, les sondages sortis des urnes, sachant que le résultat pourrait être évidemment contesté, qu'il faudra peut-être plusieurs heures, plusieurs jours avant d'avoir un résultat définitif. Le marché suit la situation de près, c'est un enjeu clé pour les marges de manœuvre budgétaires notamment, ou sur les questions fiscales de la future administration Biden qui entrera en fonction le 20 janvier prochain. On va discuter de ces sujets, de l'investissement en 2021 au sens large avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, on s'interrogera sur l'avenir de la tech. Bon, la tech qui, loin d'avoir démérité, a été une des grandes gagnantes de l'année 2020 sur le plan boursier. Qu'est-ce que le marché réserve à la tech pour cette année 2021 ? On en parlera avec un spécialiste notamment de la FinTech, qui sera avec nous par téléphone depuis Londres. Guy Deblonnet, gérant Action Globale chez Jupiter Asset Management, sera avec nous en direct à partir de 19h15. Mais d'abord, tendance mon ami, comme chaque soir pour entamer l'édition de Smart Bourse, le résumé complet des infos du jour sur les marchés avec Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien termine sa journée en baisse de 0,44% pour s'établir à 5565 points. Dans le sillage des incertitudes sur le second tour des élections sénatoriales en Géorgie ce mardi, les investisseurs se sont montrés frileux tout au long de la journée. Une victoire des démocrates pour les 2 sièges des sénateurs en jeu fera en effet basculer la majorité de la Chambre haute dans le camp de Joe Biden, donnant plus de liberté au nouveau président élu pour mettre en œuvre son programme. Certains analystes craignent ainsi des hausses d'impôts et une politique de régulation plus stricte qui pèserait ainsi sur les marchés financiers. Les résultats qui s'annoncent serrés pourraient mettre plusieurs jours à être déterminés. Aux États-Unis, toujours l'activité manufacturière enregistre une hausse au mois de décembre. L'indice ISM est ressorti à 60,7, son plus haut depuis août 2018, après 57,5 en novembre. Le consensus tablait sur 56,6 points pour décembre. Au mois de décembre déjà, l'indice PMI manufacturier était ressorti stable. Le sentiment des marchés est également toujours affecté par les craintes liées au coronavirus. Aux États-Unis, où un variant du virus a fait son apparition, à New York, mais aussi en Europe, où un 3e confinement est entré en vigueur ce mardi au Royaume-Uni. Un reconfinement intégral de niveau 5, le plus sévère à l'échelle du pays, ce qui signifie un arrêt presque total de l'activité. L'Allemagne aussi annonce un confinement prolongé jusqu'au 31 janvier. En France, l'allègement attendu des restrictions, notamment la réouverture des bars et restaurants, est aussi fortement remis en cause. Du côté des valeurs aujourd'hui, Carrefour enregistre une des plus fortes hausses du CAC 40. La société de biotechnologie Fermentag a annoncé la création avec Suez d'une coentreprise spécialisée dans la captation du CO2, de quoi faire flamber son titre de près de 50% à la Bourse de Paris. Les 2 sociétés qui collaborent depuis 5 ans
ont signé un protocole d'accord pour créer au premier semestre 2021 une entreprise détenue à parts égales. Sur le SBF 120, Nexity, premier promoteur français, s'installe en tête après avoir relevé lundi ses objectifs de rentabilité et de chiffre d'affaires pour 2020 et 2021. Le groupe immobilier anticipe désormais un CA 2020 autour de 4,7 milliards d'euros. Pour 2021, le chiffre d'affaires est également anticipé autour de 4,7 milliards. Total également en hausse à la clôture, alors que les membres de l'OPEP+, sont proches d'un compromis pour maintenir une production de barils de pétrole stable au mois de février. Les prix du brut d'ailleurs terminent en hausse. Le cours du Brent finit à la clôture au-dessus des $53. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs en France au mois de décembre, mais aussi des indices PMI des services dans différents pays de la zone euro. Aux États-Unis, les chiffres de l'emploi ADP seront attendus dans l'après-midi, ainsi que les commandes industrielles. Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christopher Denbick nous accompagne ce soir, responsable de la recherche macro de Saxo Bank. Bonsoir et bienvenue Christopher. Merci d'être là. Merci à Jean-Jacques Friedman également. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Vous êtes le directeur des investissements de Natixis Wealth Management et Eric Venet à nos côtés également. Bonsoir et bienvenue Eric. Bonsoir. Directeur général et directeur des investissements de Montbleu Finance. C'est le moment de l'année où on s'interroge sur les enjeux pour les investisseurs de cette nouvelle année 2021. Vous placez la barre très haut Eric. Dans les échanges qu'on a pu avoir pour préparer l'émission, vous m'écriviez 2021, c'est une année déterminante pour la décennie. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est la conclusion, mais avant d'arriver là, pourquoi ? Parce que je pense que c'est l'année qui nous permettra de sortir de cette situation très spéciale. Alors très spéciale parce qu'effectivement, on sait pourquoi, on a mis l'économie sous couveuse et puis on a fait ce qu'il fallait. Mais c'est pas forcément ça, c'est qu'on a utilisé des moyens incroyables qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et comment va-t-on gérer ces moyens ? En bref, on était dans un environnement déflationniste avec des taux négatifs. On ne savait pas très bien où investir. On se disait, mais la croissance, on n'arrive pas. Bref, aujourd'hui, on a mis tellement le paquet sur tout, c'est que, très bien, une fois que le malade va être d'aplomb, quel malade on va avoir ? D'abord, quand il va... Donc ça, c'est l'interrogation pour toute l'année. Ah ouais. Quand est-ce qu'il va redevenir en bonne santé ? Ah ouais. Est-ce qu'il aura toujours les mêmes facultés ? Est-ce que ça sera le même homme et la même femme ? Et quelles seront les conséquences ? Donc, est-ce qu'il aura une autre vision du monde ? Ou est-ce que ça sera le monde ancien ? Mais c'est surtout, il y a ça, et aussi, est-ce que le traitement, comment on va apurer le traitement ? Est-ce que, globalement, c'est que le monde déflationniste d'avant va-t-il se transformer en monde inflationniste ? Globalement, je pense que oui. Et du coup, on change complètement le paradigme. C'est un vrai changement. Alors, mais on en a pour 10 ans. Nouvelle ère, nouveau paradigme, voilà. On l'a beaucoup entendu ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais c'est peut-être une réalité. Enfin, je veux dire, on a le droit d'employer ce genre d'expression. Alors, c'est pas un nouvel environnement. Environnement. C'est-à-dire qu'on passe de la déflation à une vision de fin, presque de monde ancien, vers quelque chose. Alors, est-ce que c'est... quand on retrouve la bonne santé, est-ce que c'est un petit peu comme avant, avec un peu plus d'énergie, ou c'est autre chose ? Et je suis convaincu que ça sera autre chose. Comment on peut concrétiser un peu ça ? Parce que c'est vrai qu'on discute avec beaucoup d'économistes qui ont une vision quand même de dire, les problèmes du passé existent toujours, ils ont peut-être été mis sous cloche, peut-être que d'autres problèmes vont apparaître. Au final, on sort de chaque crise avec une croissance potentielle qui est amoindrie. Oui, sauf que si vous avez une croissance amoindrie, mais des prix qui augmentent, la question est complètement différente. Si vous sortez d'une politique monétaire où on gère les taux courts et demain où on gère les taux longs, parce qu'on ne pourra pas avoir des taux réels, il faudra avoir les taux réels négatifs, c'est plus du tout la même politique monétaire. Je pense comment vous allez sortir de l'endettement, ça fait des mois qu'on entend comment. Voilà, c'est ces questions-là. C'est comment vous sortez de la politique budgétaire, comment vous sortez de cette politique monétaire, et enfin,
quel type de malade quel type d'économie. Donc c'est une année qui va formater un cadre de plusieurs années pour l'investisseur derrière. Oui, parce que l'endettement, on en a pour une décennie. La politique monétaire, il faudra qu'on règle suffisamment bien, parce que vous pensiez bien qu'on parlait d'une augmentation de taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt vont devenir maintenant drivés par on n'a plus d'indication de prix, de valeur économique par les prix. Les prix sont complètement administrés. Donc, comment sortons de cette politique de prix administrés à une autre type d'économie? Donc, c'est sur 10 ans. Quel type d'économie on va avoir sur ces 10 ans? Et la seule question de l'année, c'est est-ce que c'est en fin d'année? Est-ce que ça mettra 2 ans? Est-ce que ça met 6 mois? Est-ce que ça met 3 mois? Si ça met 3 mois, on se prend 15% de hausse dans le marché. Si ça met 1 an, on se reprend moins 10. Voilà. C'est ça la question. Bon, c'est assez clair. Dit comme ça, le schéma est assez clair. Bon, qu'est-ce que vous achetez dans ces idées-là, Jean-Jacques? Qu'est-ce qui est encore très discutable, débattable? Alors, c'est vrai que sur l'inflation, si on écoute des économistes, il y a 2 camps extrêmement tranchés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que la déflation est durable pour des éléments constants. C'est-à-dire qu'il y a un surplus d'épargne, surtout, c'est le point central. Un surplus d'épargne, voilà, c'est concevable. Et d'autres qui peuvent penser que la donne a changé. Alors, il y avait déjà l'idée qu'il y avait la réinternalisation dans les prix d'externalité avec les règles ESG, etc. Il y a le fait aussi que peut-être que la politique monétaire a été un peu différente. Avant, c'était du quantitative easing. Là, on a quand même distribué presque de l'argent, des chèques, de l'hélicoptère monnaie. Donc, ça peut engendrer davantage de consommation. Donc, c'est vrai qu'il y a un sujet, c'est qu'il y a 2 camps très tranchés qui sont négatifs pour les marchés. C'est-à-dire que la déflation, c'est pas bon. S'il y a une reprise de l'inflation, c'est pas bon non plus. Et finalement, on fait une moyenne des deux dans les anticipations, ce que le marché suit en disant ça sera 1 ou 2%, qui correspond bien au marché, mais il y a un risque de basculement d'un côté ou d'un autre. Moi, je ne crois pas énormément, finalement, au risque inflationniste dont on entend parler pour différentes raisons, même si je vois bien que la donne a un peu changé. Il y a le fait que c'est un débat qu'on a déjà depuis 10 ans et qui n'a provoqué aucune inflation encore. Il y a le fait que cet argent-là, est-ce que cette masse de liquidité, elle va plutôt provoquer de l'inflation? C'est-à-dire, est-ce que les liquidités, c'est de l'argent, c'est de la transaction ou c'est du placement? Moi, je crois plutôt que ça peut être du placement. C'est-à-dire que ces liquidités, à un moment donné où le marché sera un peu plus confiant, eh bien, c'est un peu comme avec le Bitcoin, avec le reste. C'est-à-dire que ça peut se déverser sur des actifs cotés, notamment. Et créer peut-être, c'est une épée de Damoclès, un risque de valorisation plus important. Alors ensuite, je pense que le marché va peut-être pas... Alors je suis d'accord qu'à chaque nouvelle décennie, il y a vraiment des thèmes nouveaux qui jaillissent. La techno dans les dernières 10 années, avant c'était les BRICS. Là, on a l'impression que c'est peut-être un rebasculement vers le monde asiatique, notamment. Il y a peut-être ces éléments-là. Mais je crois qu'à court terme, le marché va plutôt raisonner en se disant il y a peut-être une fenêtre où on a à la fois une reprise économique, sans doute au S2, peut-être un peu avant, etc., par rapport aux virus, et en même temps... D'habitude, il n'y a pas une politique budgétaire et monétaire procyclique quand on redémarre. Et là, les opérateurs, et c'est là où il y a un consensus et un risque possible, c'est qu'ils se disent, il semble qu'il y a un alignement des planètes pas mauvais, quoi. Et c'est le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes. On aura à la fois la reprise de la croissance et en même temps des béquilles et des politiques de soutien inimaginables dans ce contexte. Et on se dit, à un moment donné, il faudra débrancher, bien sûr, la perfusion, ce qu'on se disait déjà avant. Mais il y a quelques années, on se disait, il y aura un retour à une politique monétaire normale. Et là, on se dit même plus ça, quoi. Là, on se dit, peut-être que... En gros, ce qu'on se dit, c'est que l'argent ne sera jamais remboursé. Que les dettes des États, on devrait compter dettes des États, moins les 25-28% détenus par la BCE, presque, pour le budget, par exemple, français. Donc il y a vraiment cet élément-là. Et je crois que des thèmes de long terme surgiront sur l'inflation, mais ça sera encore trop tôt pour trancher. Mais l'idée que pendant 5 ans ou 10 ans, les deux forces déflationnistes et inflationnistes s'équilibreront et donc tout ira bien, ouais, ça, c'est pas évident. Non, d'accord, c'est pas évident. Voilà, ça. Il y a un camp forcément, qui à un moment donné. Il y a un équilibre. Là, il y a un équilibre et voilà. Ouais, je comprends. Et aucun des deux n'est bon. Ouais. Bon, si on est sur ces visions de long terme, allons-y, Christopher. Non, mais les enjeux de la sortie de crise, les enjeux autour de la dette, 13 000 milliards de dettes accumulées dans le monde. Là, je lisais ça sur Bloomberg aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on estime que c'est pas un problème. Est-ce que ce sera le cas demain ?
Sur la dette publique, je pense, en tout cas sur les pays développés, le message est quand même très clair. Les banques centrales, non seulement nous disent, bien sûr, pendant la durée de la crise, qui va être probablement longue, c'est pas uniquement la pandémie en tant que telle, mais les stigmates de la crise, on sera là. Donc ça nous porte sur déjà plusieurs années. Et la BCE, d'ailleurs, a été très claire en décembre à cet égard. Mais la question, c'est donc après 2022, 2023, en fonction des banques centrales, qu'est-ce qui va être fait ? Moi, de mon point de vue, sur les banques centrales des pays développés, vous avez une force de frappe aujourd'hui qui est tellement importante et elles ont racheté tellement de quantités de dette publique qu'on n'ira pas en arrière. Quand on voit quand même les innovations qui ont été mises en place, par exemple, la Banque d'Angleterre a racheté quasiment 50% du stock de nouvelles dettes émises par le Royaume-Uni depuis février, on est sur des proportions équivalentes dans plein de pays, vous n'aurez pas de retour en arrière. Et je suis complètement d'accord sur le fait que, de facto, on a une forme de cantonnement de la dette nouvelle liée au coronavirus. Donc, sur cet aspect-là, je pense que la question de la dette publique, clairement, dans les pays développés, n'en est pas un. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des faillites. Je crois qu'on a eu 6 faillites d'États en 2020. Bon, bien sûr, des petits États, on sera tous d'accord. Donc, la faillite des États n'a pas disparu. Simplement, sur le monde développé, on est dans un autre paradigme où aujourd'hui, la dette publique n'est plus clairement un problème. En revanche, la dette privée le sera toujours. Et dans un environnement, même si les taux resteront vraisemblablement très bas, on aura quand même une croissance potentielle qui sera, vous l'avez mentionné à juste titre, très très faible, ça va poser quand même un sujet sur la dette privée. On sait bien que les banques centrales ont commencé à aller dans ce domaine-là, certaines plus que d'autres, mais très clairement, on ne va pas aller sur un changement de paradigme complet. Les banques centrales ne vont pas soutenir les entreprises privées. Donc on est un peu... Moi, ma vision, même si je n'adhère pas à la théorie de la MMT, je pense qu'on est un peu dans ce monde-là. C'est-à-dire la MMT, la théorie moderne qui a été mise en avant aux États-Unis, elle nous dit qu'il y a deux mondes. Vous avez un monde où la dette publique, finalement, elle importe peu, et effectivement, on est sur des prix qui sont administrés. Et vous avez un monde qui est le secteur privé, quasiment dans son ensemble, en tout cas une grande partie du secteur privé, où les faillites peuvent exister, où les taux peuvent être plus élevés, etc. Donc, je pense qu'on est un peu sur cette thématique où deux mondes vont continuer de coexister. Non pas parce qu'on le souhaite, mais parce qu'on n'a pas d'autre choix du fait du niveau de dette. On rappelle quand même que la partie productive du monde, c'est quand même celle des entreprises, Christophe. Complètement. Plus que celle des États. Oui. Non, mais cette dette corporate, cette dette privée, comment on va la gérer ? Vous dites que ce n'est pas la Banque centrale qui rachètera toutes les dettes privées. Elle en rachète un peu, mais plutôt les dettes de bonne, très bonne qualité. Et surtout pour des entreprises qui ont accès au marché de dette cotée, ce qui n'est pas le cas de la majorité des entreprises dont on parle. Les PGE en France, les autres systèmes de prêts garantis par l'État en Europe, comment on en sort ? Comment est-ce qu'on va alléger ce fardeau, cette dette de survie qui a été accumulée par les entreprises ? Vous allez avoir deux étapes. La première étape, ça va être on va consolider toute cette dette. On parlait des PGE, mais vous avez aussi une dette qui peut être liée, par exemple en France, tout simplement au loyer pour un restaurant. Donc on va consolider toute cette dette. Ouais. C'est la deuxième étape qui va, en fonction des pays, s'amorcer mi-2021, voire 2022. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'à un certain stade, c'est bien beau de consolider la dette, mais il faudra toujours la repayer. Et le souci, c'est que, est-ce que politiquement, on fera le choix de ne pas accepter des entreprises zombies ? L'économiste vous dira que ce serait le meilleur choix possible, parce qu'on sait les effets néfastes sur la dynamique économique des entreprises zombies, mais vous pourriez avoir d'autres États qui font le choix inverse, pour des raisons politiques notamment. La dimension sociale aussi, oui, exactement, bien sûr. Parce qu'on n'a pas des systèmes après de reconversion, etc., complètement efficaces, et donc on va maintenir cela. Ce qui voudra dire que déjà, à l'instant T, on a une croissance potentielle de sortie de crise qui est déjà beaucoup plus basse, mais si vous rajoutez un phénomène d'entreprise zombie qui peut être quand même très important, hein, vous avez mentionné les confinements. Les confinements, c'est encore une nouvelle étape décisive pour le secteur des services, là où vous avez déjà des difficultés, donc on peut être quand même sur un niveau d'entreprise zombie très très important en sortie de crise. Et là, ça va être le vrai problème. Bon. Alors, on a quelques commentaires, réactions. Je vous ramènerai à des choses un peu plus immédiates ensuite, mais allons-y sur cette discussion. J'ai deux choses. D'abord, quand on dit le risque inflationniste, le risque, il est juste pour la banque centrale, pour les banques centrales. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir pour l'instant, il y a un jeu, je t'aime donc les marchés aiment bien les banquiers centraux parce qu'ils font ce qu'ils veulent et les banquiers centraux soutiennent les marchés. Sauf qu'à un moment donné, puisqu'il va y avoir une pression sur les prix, il va falloir les taux d'intérêt vont monter. Mais il faut absolument que les taux ne montent pas. Oui. Donc, il va falloir faire pression. Mais le marché ne va pas aimer parce qu'il va jouer avec. Jusqu'où voudra... Donc, c'est ça le risque. C'est simplement, il faut garder cette harmonie entre les deux, que chacun arrive à se comprendre. Le risque, il est uniquement là. Par contre, pour le reste, c'est une chance parce que ça vous permet d'alléger le fardeau de la dette. Donc, pour moi, c'est la seule sortie. L'inflation, vous dites, c'est la meilleure sortie possible. Exactement. Il n'y a pas au regard de la situation et de l'accumulation de dettes qu'on a bien sûr. Vous remboursez avec une monnaie qui est légèrement dépréciée en termes de pouvoir d'achat. Ça, c'est forcément
ça a des côtés négatifs pour les marchés, pour l'investissement. Non. On peut investir dans un monde où il y a plus d'inflation. Bah oui. Les marchés actions n'est pas un souci, puisque vous vendez avec un prix. Quelles actions, j'imagine. Oui, alors après, je ne parle pas d'une inflation à 10%. Enfin, je veux dire, donc de toute façon, le mal serait de se dire qu'une entreprise ne puisse pas reporter les prix de vente sur une inflation. Quand je vous parle d'inflation à 3, 4 ou 3 par rapport... C'est pas là le sujet. Le sujet, c'est on voudra tester. Il ne faut pas absolument que les taux longs ne montent pas. Et donc, comme ce n'est pas un problème non plus pour l'obligataire, parce qu'on maintiendra sous pression les taux longs, c'est le meilleur des mondes, mais il faudra passer par là. Et donc c'est ça pour moi. Il y aura une épreuve de force entre les marchés et les banques centrales et les marchés qui vont vouloir tester la crédibilité des banques centrales. Du résultat de cette épreuve, vous aurez la possibilité vraiment de sortir ou pas pour ces 10 décennies de cet endettement. Bon. L'investissement en 2021, si on revient à quelque chose d'un peu plus immédiat, vous avez commencé à esquisser quelques idées, Jean-Jacques, mais qu'est-ce qui vous donne envie là, d'investir en 2021 ? Les thèmes, les zones géographiques, les classes d'actifs. Oui. Ce qui donne envie, c'est ce qu'on commençait un peu à dire, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une reprise économique qu'on anticipait. Alors, finalement, on aurait pu anticiper peut-être un peu plus que les chiffres au moment de l'annonce des vaccins, que ceux qui étaient projetés en fin d'année dernière. On se disait un peu mieux, quoi. C'est-à-dire peut-être un peu plus que les 4%, par exemple. On flirtait avec les 4% de reprise sur la zone développée. On pensait avoir un peu mieux. Là, comme il y a de nouveau un peu des éléments autour du virus, ça sera peut-être 4% avec un S2 qu'on voit mieux. Et on voit surtout ce maintien des politiques budgétaires et monétaires assez fortes. Je suis d'accord que la croissance ressortira affaiblie, et donc des entreprises sans doute zombies. Le choix quand même de ne pas avoir une politique trop schumpeterienne, destructrice, et donc une entreprise zombie. C'est-à-dire que je pense qu'il faut encore tenir malgré tout la notion d'entreprise de croissance. Et on joue justement entre des entreprises de croissance et certains cycles, certaines entreprises cycliques, mais vraiment là on joue la qualité également. C'est plutôt le secteur défensif qu'on sous-pondère. Sur le marché américain, nous, vous le savez, depuis très 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 longtemps, on est couvert contre la baisse du dollar. Donc là, on y arrive, on arrive aux parités, mais souvent ça déborde un peu. C'est des cycles longs, donc on reste couvert. Donc sous-pondéré US est couvert contre le risque de change toujours. Et un des thèmes qui nous semble intéressant... le dollar n'est pas encore trop faible aujourd'hui ? Non, il est à son niveau, mais comme on voit bien que finalement l'attrait financier sur les actions ou obligations américaines est plus faible et qu'il y a des déficits économiques forts, on peut poursuivre ce mouvement-là. Donc on n'a pas à changer de fusil d'épaule en la matière. Donc on est sur des thèmes qui sont plus rares pour nous, plus value. On n'a pas osé aller justement sur des bancaires qui marche bien aujourd'hui, mais on voit bien que le niveau de remontée des taux nous semble quand même assez fragile. Donc on est plus automobile, matières premières, même tourisme, qui sont des secteurs plus value sur lesquels on ne va pas traditionnellement. Et puis l'Asie, qu'on aime bien. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez consensuel, mais parfois... C'est devenu très consensuel. Il faut jouer, je pense, quand même le consensus, à cause justement de la faiblesse du dollar, lié au fait que je pense que l'Asie du Sud-Est, avec le RCEP, c'est quelque chose de très important. L'accord de libre-échange approfondi autour de la Chine. Exactement. C'est le gros échec, je pense, qui restera de Trump, quoi. C'est-à-dire de vouloir absolument faire le contraire d'Obama. Il a commis une grosse bêtise en la matière. Et on voit bien là qu'il y a un marché qui s'agglomère. Ce sont les gagnants de la guerre commerciale, les gagnants aussi de l'épidémie, une société plus homogène. On voit bien tous les risques politiques qu'on connaît à la fois aux États-Unis, en Europe, avec une dislocation des sociétés. Là, il y a vraiment une... Bon, alors après, on peut critiquer la Chine sur certains points, parce qu'on met toujours en avant le fait que... un régime fort se contrefiche finalement de ce qu'on peut dire nous occidentaux. Donc je trouve qu'il y a vraiment cet élément-là à mettre en valeur et essayer de trouver des substituts justement à la partie taux avec une remontée des taux possible. On trouve des substituts obligataires. Voilà, c'est ça vraiment notre... Je rebondissais sur la Chine, d'autant que l'Union européenne trouve visiblement beaucoup d'intérêt à signer un accord d'investissement cadre avec la Chine, au-delà des critiques du régime chinois qu'on peut faire. C'est un accord qui vous a intéressé ou pas, Christopher, l'accord d'investissement, est-ce que c'est l'accord de la présidence allemande, le baroud d'honneur d'Angela Merkel, le lien entre l'Allemagne et la Chine? Est-ce que c'est
un accord équilibré où l'Union européenne peut trouver aussi son intérêt? Alors, c'est effectivement un accord qui est intéressant pour deux raisons. Premièrement, effectivement, c'est un accord qui a été négocié il y a très longtemps. Ouais. Et bien sûr, c'était déjà l'administration Merkel à ce moment-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, vous le mentionnez, on a beaucoup ces sujets respect des droits de l'homme en Europe, mais la réalité, c'est qu'on fait une séparation qui est, je pense, salutaire avec les droits de l'homme, qui est un sujet diplomatique, et l'aspect économique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas éviter la Chine. L'autre point qui est assez intéressant, c'est que malgré tout, ça va quand même conforter très très net. C'est un atout surtout pour la Chine, objectivement. Bien évidemment, l'Europe n'avait pas d'autre choix que d'avoir cet accord commercial avec la Chine. C'est défensif d'une certaine manière. Mais le vrai vainqueur aujourd'hui, c'est la Chine qui s'étend davantage. Il y a quelques années de ça, déjà avant cet accord, on voyait que la Chine avait déjà tissé sa toile, notamment de manière très très intéressante via la route de la soie, mais en ayant des petits pays européens qui soient de vrais leviers ensuite dans les négociations. Je penserais bien sûr dans des pays des Balkans, mais vous avez quelques pays d'Europe centrale qui sont des leviers aussi politiques, diplomatiques dans tout ce processus de négociation, et c'est l'aboutissement de tout ce travail-là. Comme l'a été d'ailleurs effectivement l'accord de libre-échange au niveau Pacifique, aujourd'hui avec cet accord commercial avec l'Europe, on voit quand même que vous avez une mondialisation, puisqu'il y a toujours la mondialisation, malgré ce qu'on disait, elle reste présente, elle est peut-être un peu différente, mais elle est aujourd'hui aux normes chinoises. Le point qui est intéressant, c'est que si on se projette dans 5 ans, avant, en termes de standards pour les entreprises, c'était les Européens et les Américains qui mettent en avant ces standards au niveau de la mondialisation. 5 à 10 ans, je pense que très clairement, ce sera principalement la Chine. Donc on est aussi sur un changement de paradigme là, ou plutôt une accélération, parce que la tendance était déjà présente avant la crise, qui est très très présente. Du point de vue de l'investisseur, qu'est-ce que ça vous inspire, cet accord, je pense que cet accord n'aurait... il a été négocié il y a longtemps. Enfin, c'est à la fin. On signe. 7 ans de négociation, je crois. Je pense qu'on ne le ferait plus aujourd'hui. Pour moi, c'est la signature de la fin d'un monde. Vous dites on l'a signé parce qu'on a entamé des négociations il y a 7 ans, mais vous dites aujourd'hui, on ne réentamerait pas des négociations je vois pas qu'est-ce qui de cette ampleur-là. Non. Si ce n'est faire plaisir aux mondialistes. Enfin, je veux dire, ça me paraît tellement déconnecté des besoins. Enfin, il y a autre chose à faire, quoi. Voilà, mais, mais bon. D'abord, je ne suis pas un spécialiste, je ne l'ai pas lu en plus, donc mais je pense que il vient parce qu'il faut respecter notre signature, mais je doute qu'on ferait la même chose aujourd'hui. Je ne vois pas l'intérêt. Bon. On verra comment les États-Unis engagent le dialogue avec la Chine également, enfin les nouveaux États-Unis, j'entends ceux qui seront dirigés par l'administration Biden. Bah tiens, ça nous amène quand même à dire un mot des élections sénatoriales en Géorgie. Enfin, tout repose vraiment sur l'élection de 2 sénateurs en Géorgie. Oui, c'est ça. Non, mais... c'est ça. La stratégie de marché 2021 repose aujourd'hui sur cette élection en Géorgie. Un peu, oui. C'est le principe de la c'est le principe de la démocratie. C'est comme le Brexit qui repose à 1 et quelques % et qui a mobilisé pendant 4-5 ans. Donc là, c'est pareil. Là, ça peut être aussi disruptif qu'un Brexit. Complètement. Mais moi, ce qui va être intéressant, c'est que le marché. Moi, j'avais le sentiment finalement que le marché, à un moment donné, interprétait tout favorablement. Et quand il y a eu l'élection finalement de Biden et le fait qu'il ne remportait pas la Chambre haute, tout le monde s'est dit c'est le scénario parfait. Comme ça, voilà, ça va être parfait. Moi, je me demande si là, finalement, donc s'il y a les 2 sénateurs qui passent démocrates, et donc que la majorité devient démocrate avec le principe de la vice-présidence, si on ne va pas non plus l'interpréter favorablement, contrairement à ce qu'on dit, en disant finalement on va séquencer les questions, c'est-à-dire que ça favorisera d'abord l'aspect relance, et dans un deuxième temps, il y aura peut-être un aspect impôt un peu plus négatif, et que le marché l'interprète finalement favorablement. Donc c'est ça que je trouve plutôt intéressant. Alors c'est sûr que ça favorisera les notions justement environnementales, sur la couverture sociale également. Voilà, il y a des aspects qui seront mis en avant, mais bien sûr, c'est le principe de la démocratie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi, il me semblait qu'à un moment donné, le marché tire prétexte de tout pour l'interpréter favorablement. Et là, alors que finalement, il y a quelque temps, on se disait non, mais si finalement ça avait été une vague bleue, ça n'aurait pas été bon pour le marché, qu'on s'aperçoive que finalement le marché trouve. Je crois qu'on est passé par tous les narratifs autour de cette élection américaine. Au début, il fallait absolument que ce soit Trump, et surtout pas Biden. Quand on a vu que ça allait être Biden, on s'est dit c'était le scénario le pire, le scénario de la contestation, etc. Et le lendemain, le marché montait. Donc là, on va voir finalement s'il y a cet élément-là. Mais oui, c'est plus important, bien sûr, que juste les 2 sénateurs. Oui. Bon, vous y accordez un peu, beaucoup de l'importance. Non, mais ça peut avoir des enseignements sur le plan de l'investissement. C'est sûr que si vous avez 2 voix de plus et que vous pouvez avoir la majorité à 1 voix près avec Kamala Harris, oui. Mais si vous devez passer
à une voix près, c'est dommage pour la démocratie. Donc, de toute façon, il faudra des consensus. Donc, mais ils seront plus durs parce que les consensus bipartisans, il y a une fragmentation. D'abord, ça veut dire aussi que tous les démocrates, enfin, vous avez le plein des voix chez les démocrates, ce qui n'est pas forcément... C'est-à-dire que vous votez comme un seul homme. Il n'y a pas de discipline de parti aux États-Unis. On est d'accord. Donc moi, je pense que c'est le genre de truc qui... Enfin, on discute, mais... C'est pas la grande histoire, quoi. Voilà, oui. C'est pas ce qui ça, marquera l'année 2021 pour vous. Où vous mettez le... Où vous mettez le curseur de la vraie sortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous convaincus qu'on va sortir de la crise sanitaire. Sauf tous les jours, on ne sait pas où mettre le curseur. C'est-à-dire est-ce que c'est au printemps, l'été, ou à l'hiver prochain. Voilà, c'est ça. Et donc, plus c'est loin, plus vous risquez de prendre des embûches. C'est-à-dire tout scénario possible. Plus c'est prêt, plus vous dites, je me pose les questions qui vont après. C'est-à-dire comment je sors, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, moi, si vous me posez la question, vous ne me l'avez pas posée, mais je vous remercie de me la poser. Qu'est-ce que je fais ? Je dis surtout pas ce que je ferai pour l'année. Je dis simplement, aujourd'hui, j'ai un schéma de CAC entre 5400 et 5006 qui correspond à une sortie de crise à court moyen terme, quelques mois, ça me va. C'est-à-dire que si tout élément qui me ferait bouger ça, me ferait décaler. Ou à la hausse ou à la baisse. Voilà. Et à l'intérieur, regardez, Carrefour, en 2 jours, on est à plus 7,5, d'accord en 2 jours. Et Kerry, moins 4,5. Vous avez de quoi faire. Il ne s'est rien passé, juste en 2 jours. Donc, et ça, dans le contexte actuel que vous décrivez, avec cette perspective de sortie mi-2021, vous dites, c'est Carrefour versus Kering, quoi. C'est le genre de mouvement que... je vends Carrefour, j'achète Kering. Là, aujourd'hui, d'accord. Oui, parce que... Maintenant que Carrefour a monté, vous vendez Carrefour pour acheter Kering. Oui, parce qu'il n'y a pas de justification. C'est simplement les ajustements de liquidité. Pour moi, la priorité, c'est la variation plutôt que le niveau. Parce qu'en fait, c'est ça, quand vous êtes dans une économie de flux, de marché de flux, c'est ce qui vous fait avancer ou monter les prix ou pas prix. Là, c'est pas la valorisation. Dans 2 mois, quand on aura les premiers résultats d'entreprise, vous aurez un ajustement. Est-ce qu'on a bien fait de monter ou de descendre ? Un ajustement relatif sur le niveau des prix. Mais là, ce qui est important, c'est l'accélération des prix. Et comme il y a tellement de liquidité dans le marché, vous avez les révisions secondes là, qui accélèrent, il y a toujours les excès. C'est le momentum de prix qui compte aujourd'hui. Il y a des excès, voilà. Et donc, vous jouez les excès. Et je ne fais que ça. Bon. Dans un scénario qui m'est donné. Je ne cherche pas à changer de scénario. J'écoute ce qu'on me raconte et puis j'essaye de savoir si on n'est pas allé un peu trop loin ou pas. Christopher, sur l'élection en Géorgie, si vous avez un commentaire, un mot à ajouter. Il y a un focus, on sait comment fonctionne le marché, c'est-à-dire chaque événement est un peu exagéré. La réalité, c'est qu'effectivement, on est sur un fonctionnement où, du point de vue institutionnel, vous n'avez pas de discipline de parti aux États-Unis. Alors bien sûr, l'image que ça va envoyer demain, si on a les démocrates qui le remportent, c'est Biden aura plus de latitude. La réalité, par contre, c'est que si on regarde chez les démocrates, tous ne sont pas en faveur des hausses d'impôts sur les plus aisés. Et même ceux qui sont en faveur, il y aura un filtrage entre quel est le niveau adéquat. Donc, il faut bien comprendre qu'institutionnellement aux États-Unis, quand ça se joue à si peu de voix en termes de sièges... Avec une aussi faible majorité, vous dites qu'il n'y aurait même pas d'état de grâce pour une administration Biden qui, dans les 100 premiers jours, je vous fais le storytelling politique, pourrait passer justement des mesures très fortes. Non, ce moment-là n'existera pas. Parce que vous aurez la nécessité... aussi bien de négocier entre démocrates qu'entre démocrates et républicains potentiellement si on n'a pas effectivement la majorité à chaque fois. Et sur les grandes lignes directrices, bien sûr, par exemple chez les démocrates, il y aura un consensus sur la transition énergétique, mais on place où le curseur ? On le savait, par exemple, on a discuté, je pense c'était en décembre, sur le plan de relance. Chacun aussi, quand vous avez une loi aux États-Unis, chaque sénateur essaye aussi de placer ses petits pions. On avait évoqué notamment sur le plan de relance, vous aviez quand même par exemple la création d'une entité de supervision pour les courses de chevaux. Tout simplement parce que le sénateur McDonnell... Dans le Kentucky, c'est ça. Le Kentucky souhaitait avoir ça. Et vous voyez, c'est complètement loin. Donc c'est vraiment très différent de la démocratie française et vous avez la recherche du consensus, ce qui implique qu'on va souvent, si on a des ambitions très importantes, il faudra les revoir à la baisse.
Une petite question quand même sur les nouveaux confinements. Alors déjà en place au Royaume-Uni, peut-être demain dans d'autres pays d'Europe, la France, l'Allemagne ou d'autres encore. Enfin, en termes macro, comment est-ce que ces nouveaux confinements, troisième du genre, grosso modo, vont se traduire, Christopher, par rapport aux précédents? Alors c'est toujours intéressant parce qu'en début d'année, sur les prévisions macroéconomiques qui ont été mises donc en décembre ou novembre, on a souvent une remise en cause très importante des scénarios. Et c'est vrai que même si je pense qu'il y avait un consensus au niveau des économistes sur le risque, on aura des mesures de restriction plus importantes, il n'y avait pas de consensus sur le fait qu'on aille vers des confinements très stricts, puisqu'au Royaume-Uni, c'est un confinement quasi similaire à ce qu'il y avait en mars. Ah bah à niveau 5 même, je crois qu'ils ne l'ont jamais atteint jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc on voit que c'est lié à la nouvelle mutation du virus. Cette nouvelle mutation du virus, elle est découverte un peu partout. Et ce que nous disent les épidémiologistes, c'est que ce virus, ça va être très compliqué à gérer parce que avec la mutation qui dominait précédemment, vous aviez la nécessité d'atteindre 60% de la population vaccinée pour le seuil d'immunité collective. On serait autour de 70-75%. Donc même des États, typiquement le Royaume-Uni, qui sont allés très vite dans la vaccination, ils n'y arriveront pas. Alors, on peut voir pour les autres, ça va être encore plus compliqué. Donc le scénario quand même d'avoir une dégradation très importante, voire une contraction de l'activité au T1, potentiellement au T2 en fonction de la mise en place des confinements, n'est pas du tout intégré aujourd'hui dans les scénarios économiques. Et probablement n'est pas complètement intégré aussi par le marché. Donc il faudra ce retour à la réalité et on pourrait avoir quand même un scénario assez compliqué dans les mois à venir. Avant d'arriver sur le plateau, j'avais vu, vous aviez 4 États européens qui ont déjà décidé soit de prolonger le confinement, soit de mettre en place des mesures de restriction très importantes. La France y viendra et d'autres. Donc il y a vraiment cet aspect nouveau confinement qui n'est pas à la base des scénarios macroéconomiques. C'est ça. Non seulement on n'a pas pris la mesure de l'impact de ces nouvelles restrictions sanitaires, et peut-être qu'on a acheté une sortie un retour à la normale sanitaire un peu plus précoce que ce qui se passera vraiment. Oui. Ça peut bouger votre scénario. Du coup, je suis dans ma fourchette basse de mon scénario. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas encore de remise en cause de la sortie, juste de la date de sortie. La chronologie, effectivement. Et du coup, je pense qu'on mérite plus 5004 que 5006. Voilà. C'est tout. C'est parce qu'à 5006, je suis plus vendeur. Et à 5004, s'il n'y a rien échangé, il n'y a pas de raison de faire 10% de plus. Quoi. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça, on navigue. La crise sanitaire, quand même, c'est notre boussole à court terme. Parce que le marché est persuadé qu'on va s'en sortir. Enfin, il a raison. Voilà. Mais c'est la date. On ne sait pas comment s'en sortira. Les marchés, d'ailleurs, Jean-Jacques, n'ont pas traité de la même manière les pays, les États, en fonction des stratégies de gestion de la pandémie qui ont été mises en place. Est-ce que ça va être pareil avec les vaccins ? Alors aujourd'hui, on est dans les premiers jours, les premières semaines. Non, mais je ne veux pas vous emmener sur la pente glissante du débat, du débat de politique de santé publique qu'on peut avoir en France aujourd'hui. Mais est-ce que les marchés vont être attentifs ? Je vous le dis, un investisseur hier qui était à votre place, il a des clients en Asie. Ils ont tous Bloomberg, évidemment, du matin au soir, comme tout le monde. Ils voient bien que sur le tracker vaccin de Bloomberg, la France est rankée 0. Et ils posent des questions. Ils disent, évidemment, tu me demandes d'investir en France aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée ? C'est vrai que c'est assez extraordinaire le côté match de tennis où tout le monde aura un score et on se compare, c'est étonnant. Oui, ça peut compter. Non, ce qui est plus important pour moi, c'est le potentiel. C'est-à-dire que quand il y a des pays, si on prend l'exemple de l'Allemagne, par exemple, parce que là, ça voudrait dire qu'on investit beaucoup plus, par exemple, l'Italie qui s'en sort pas trop mal, que l'Italie aurait des fondamentaux également solides, etc. Je préfère investir sur l'Allemagne, où là, il y a des capacités de rebond quand même. Donc, je pense que c'est quand même les fondamentaux qui sont importants. Là, c'est vrai qu'il y a un retard, mais sur la France, qui est un peu un principe de précaution, qui peut être quand même, j'espère, un peu remis en cause dans les prochaines semaines. Je pense que ça peut quand même se corriger. On n'est pas... Ouais. Non, mais voilà, quand même. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, mais est-ce que ça peut être un vecteur quand même de discrimination chez les investisseurs ? C'est sur quelques mois, ça peut marquer des écarts importants sur le plan boursier. Ça peut jouer un peu. Quand on regarde toutes les stratégies, on a tout vu, quoi. On a tous les exemples entre la Suède d'un côté, entre les États-Unis, et puis etc. Et on s'aperçoit. Un jour on encense l'un et puis
le lendemain on le lynche. Non, mais ça, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, sur le miracle asiatique, on met en cause finalement non seulement des questions sanitaires, mais peut-être une protection épidémiologique liée à des épidémies précédentes, voire génétiques. Donc, c'est quand même, je trouve qu'on remet quand même assez rapidement en cause. Des enseignements définitifs de la gestion de cette pandémie, on est encore dedans. Oui, j'entends bien. Christopher, je sens que vous êtes partant sur le sujet. Je pense en tout cas du point de vue économique, très très clairement, vous avez deux éléments qui vont être différenciants. Indéniablement, les États qui arrivent à vacciner très rapidement leur population, ils vont avoir un gain concurrentiel incroyable. Pour la France, je pense qu'on peut très clairement dire que ce ne sera pas possible parce que l'objectif français, c'est 23 à 25 millions de personnes en juin. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, on commence et on fait ça 7 jours sur 7, 140 000 vaccinations par jour. Et ça paraît impossible. Le bon élève Israël nous fait 150 difficilement aujourd'hui. Donc c'est très compliqué. Ça veut dire que ça se paiera en gain de croissance, en écart de croissance. Et ça va être sur une croissance potentielle basse, ça va être très dommageable. L'autre élément différenciant, c'est l'épargne. Est-ce que l'épargne, les montants d'épargne accumulés à la fois épargne forcée, épargne de précaution, est-ce que ça va être réinjecté dans l'économie? Et ça va dépendre finalement effectivement comment va être gérée la pandémie. La confiance. Ouais. Tout à fait. Si vous avez 130 milliards d'épargne, comme en France par exemple, c'est bien sûr énorme. Mais si non seulement vous ne sortez pas rapidement des mesures de restriction, plus vous avez une crainte du chômage, lorsqu'on regarde les dernières enquêtes INSEE sur les anticipations de hausse du taux de chômage des Français, c'est juste incroyable, enfin extrêmement pessimiste. Ces 130 milliards, ça va être dur à être réinjecté. En tout cas, ceux qui n'auront pas le choix le réinjecteront, mais ceux qui pourront le faire investiront, ou en tout cas garderont cette épargne de précaution. Donc ça va être, je pense, les deux éléments qui vont être majeurs. Mais vous le voyez, on revient malgré tout comment on gère la pandémie. Est-ce qu'on arrivera à sortir des mesures de restriction ? Mais ce n'est pas juste un sujet politique. Pas du tout, c'est réellement un sujet économique. Je pense que le cœur du débat sur les 6 prochains mois, peut-être même plus, c'est vraiment est-ce qu'on est en mesure de lever les mesures de restriction parce qu'on a une campagne de vaccination qui est efficace. Aujourd'hui en France, il faut quand même 6 jours pour vacciner une personne qui est volontaire parce que vous avez 4 jours de consentement parce que vous devez réfléchir évidemment si vous voulez être vacciné ou pas. Donc c'est ingérable. Et c'est extrêmement dommageable. Ça, heureusement, espérons que ça se change, effectivement, espérons qu'il y aura ce mouvement-là. Mais j'imagine, effectivement, pour des investisseurs étrangers qui voient différents pays dans le monde et qui ne connaissent pas particulièrement la France, ils se doivent se dire que ce n'est pas la terre d'opportunité aujourd'hui. Certainement, ce n'est pas vrai, bien évidemment, il y a toujours des opportunités, mais en tout cas, ça effraie très clairement. Bon, il nous reste 5 minutes. Je voulais qu'on dise un mot du Bitcoin. Ça devient forcément un sujet récurrent. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais ça devient sérieux puisque BlackRock est en train de recruter son monsieur ou sa madame Bitcoin. Ce qui montre que oui, les choses deviennent quand même très très sérieux quand le premier gérant d'actifs au monde, qui gère plutôt des actifs traditionnels pour les retraites, pour des fonds de pension, s'intéresse à ce type d'actifs. Alors je vous lis quand même ce qu'ils disent, la firme. Le Bitcoin a atteint un stade où il pourrait représenter un investissement approprié lorsqu'il est correctement dimensionné dans un portefeuille, dans une perspective d'investissement, c'est bien ce dont on parle. Le Bitcoin peut avoir des mérites en tant que source de diversification alternative et en tant que couverture contre l'inflation potentielle. Voilà ce que pense aujourd'hui BlackRock du Bitcoin. Donc tout le monde, tout le monde va devoir avoir un avis aujourd'hui maintenant. Non, mais on commence avec Eric. Certes, c'est un actif financier. D'accord. C'est un actif financier et qui est anobli par la finance, d'autant qu'elle se rapproche d'une monnaie, de fantasme d'une monnaie. Voilà. Et comme tout fantasme de monnaie, elle est parée de toutes les vertus que, évidemment, les banques centrales viennent de perdre. Je sais pas si... Oui, bien sûr. Aujourd'hui, pour moi, si je devais investir en Bitcoin, c'est à condition que tous les autres investisseurs soient d'accord avec moi. Parce qu'en fait, si moi je pense que le Bitcoin c'est une protection contre l'inflation et que mon voisin et que je suis le seul, ça ne sert à rien. D'accord. Mais apparemment, ceux qui achètent pour les bonnes raisons, pas forcément parce que ça monte. Donc il y a écoutez que spéculation, d'accord. Mais si on voulait avoir un raisonnement sérieux, s'il existe, c'est simplement parce que on a une perte de confiance dans les banques centrales. Pourquoi le Bitcoin ? Parce que c'est une création de monnaie qui est limitée dans le temps, mais qui donne une quantité suffisante pour être utilisé à bon escient. Je vous le fais simple, en fait. Donc c'est tout ce qu'on enseigne en théorie économique d'une banque centrale indépendante
qui est chargé d'alimenter en base monétaire. Ça peut avoir les caractéristiques d'une monnaie. Exactement. Bon, certains vous diront que non, mais ça peut avoir sur les le papier, caractéristiques d'une monnaie. D'accord. Ces caractéristiques qu'on pense avoir perdu les banquiers centraux. Bon. Puisqu'en fait, le meilleur choix d'investissement de Bitcoin, c'est parce qu'on pense que les banquiers centraux, il y a tellement d'injection de monnaie que la monnaie ne vaut plus rien et que les banquiers centraux vont avoir du mal à lutter, ce qu'on disait tout à l'heure, contre ce réajustement entre l'inflation, les taux d'intérêt et ainsi de suite. Et que là, c'est plus simple, on achète un truc qui personne ne peut manipuler, point barre. Sauf que si tout le monde partage ça, ok, c'est un vrai actif de diversification. Mais je ne suis pas convaincu qu'à aujourd'hui, tout le monde ait ce raisonnement-là. Alors, le jour où tous les financiers auront accepté cette idée-là, ok, ça devrait être un bien actif financier. Mais je ne suis pas convaincu que pour l'instant, on en est pas encore là, selon vous. Mais le fait qu'on en parle et qu'on ait aujourd'hui cet argument-là, qui pour moi n'avait aucun sens il y a 2-3 ans, parce que la première fois on s'est interrogé sur le Bitcoin, ça a un vrai sens à condition que ce soit partagé par tous l'actif financier, les acteurs. Une réflexion sur le Bitcoin pour conclure, il nous reste 2 minutes. Un actif financier, oui, une monnaie, non, parce qu'une monnaie, c'est que tout le monde l'accepte. Donc là, ça s'accepte dans la communauté. Voilà. Après, c'est lié à certains systèmes de paiement essayent justement de mettre en place des paiements par Bitcoin, au-delà du côté anecdotique, j'entends. Mais c'est lié évidemment à la création monétaire, c'est lié à des taux d'inflation, à des taux d'intérêt réels qu'on suppose devenir de plus en plus négatifs, quoi. Et donc nous, on l'a joué par exemple à travers l'or. Ça fait longtemps, on se dit, ce mouvement, c'est à travers l'or. JP Morgan nous dit, c'est l'or numérique. Voilà, c'est l'or numérique. Et c'est vrai que par rapport à la hausse de l'or, beaucoup pensent que finalement la hausse de l'or aurait été plus importante s'il n'y avait pas existé. Voilà. Et qu'une partie finalement des investisseurs qui se seraient positionnés naturellement sur l'or, avec des gains plus modestes finalement, ont choisi le Bitcoin. Mais c'est vrai que tout revient à cette création de monétaire extrêmement importante. Alors comme finalement tout le monde le crée, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de mouvement encore sur l'échange très important. À un moment donné, il peut y avoir de nouveau une volatilité qui apparaît. Mais c'est vraiment cette dévaluation, cette perte de valeur de la monnaie qui explique la hausse du Bitcoin et de l'or et des objets d'art et de tout ce qui est rare. Bon. D'où la réaction des banques centrales de mettre en place des monnaies digitales, pour le coup. Et la Chine en avant, fin d'année dernière, ils ont fait leur premier test avec la population. Et il y a un réel enjeu, c'est-à-dire, je ne sais pas combien il nous reste de temps, peut-être qu'une minute. Une minute. Pour les banques centrales, il y a 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est l'hélicoptère monnaie, on sait ce que c'est. Le deuxième intérêt, si vous avez une défaillance du système financier, comme ça peut tout à fait arriver, vous pourrez continuer à fournir du crédit. Donc ça cantonne finalement les banques commerciales. Court-circuite les canaux traditionnels. Et le dernier aspect, c'est bien sûr vous contrôler, pour certains pays c'est vraiment l'aspect important, vous contrôlez et éventuellement aussi vous pouvez complètement gérer les informations, vous évitez le blanchiment, etc. Donc, et on peut avoir un monde où coexistent des monnaies banque centrale digitales et des monnaies alternatives, des cryptocurrencies, et ce sont 2 mondes différents ? Oui, après je pense que les États ont tout intérêt, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, à éviter que le monde des crypto-monnaies non banque centrale se développe prenne trop d'ampleur. Voilà. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Christopher Dembig, Saxo Bank, Jean-Jacques Friedman, Natixis Wealth Management et Éric Venet, Montbleu Finance, étaient avec nous en plateau dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir consacré à un thème. Le thème du jour, c'est le thème de la tech. Investir dans la tech en 2021, quel sort le marché, les investisseurs réserveront aux stars de la tech mondiale au cours de cette année 2021. On va déjà analyser ce qui s'est passé en 2020 et évoquer quelques-unes de ces perspectives avec Guy Deblonnet qui est avec nous par téléphone depuis Londres, gérant action globale chez Jupiter Asset Management. Guy, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Sans refaire toute l'histoire de 2020, c'est vrai qu'on est beaucoup focalisé depuis 2 mois maintenant sur le rattrapage des secteurs décotés, des secteurs massacrés même, de la dimension value du marché. N'oublions pas quand même que les grands gagnants de l'année 2020, sur le plan boursier entre autres, ont été à nouveau les grandes stars de la tech mondiale. Guy, comment est-ce que vous analysez le changement de régime de marché qu'on observe depuis quelques mois ? Oui, bonsoir Grégoire.
Dans un environnement Covid assez sombre, les valeurs technologiques ont été les clairs vainqueurs, et cela en partie à cause des consommateurs, des entreprises ayant besoin de nouvelles technologies autour du commerce en ligne, des services cloud computing, comme par exemple les services d'infrastructure, services plateformes ou services software, et le télétravail. Et cela pour naviguer dans la pandémie. Cette dynamique a accéléré la trajectoire de croissance pour beaucoup de ces titres technologiques, comme vous le disiez, d'environ 1 à 2 ans. Et ces titres ont vu leur prix d'action en bourse doubler, même voire, je dirais, tripler, depuis les plus bas niveaux de mars dernier. Aujourd'hui, avec un vaccin en chemin pour être distribué en masse ce printemps prochain, la question, comme vous dites, c'est où en sommes-nous avec ces vainqueurs de 2020 ? Est-ce que les fondamentaux pourront continuer à supporter ces titres parfois perçus comme chers, ou au contraire, sommes-nous au retour de la période, on s'en souvient, des début 2000 ? Personnellement, je reste assez constructif sur ces valeurs technologiques, malgré les performances historiques de 2020. Vous savez, j'ai quand même fait 25 ans dans l'industrie. J'ai vécu plusieurs cycles d'assez près, avec les taux d'intérêt proches des zéros et une transformation digitale des industries qui vient juste de commencer. Je reste offensif. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Guy. C'est intéressant parce qu'on va peut-être préciser un peu les choses avec vous, mais à ce stade, le marché a choisi de regarder la valorisation, de regarder la valeur des secteurs décotés, massacrés, en disant qu'il y avait peut-être quand même un prix à tout ça, mais dans le même temps, le marché ne lâche absolument pas la technologie. C'est-à-dire, on parle d'une rotation, mais c'est pas une vraie rotation, c'est un rattrapage des secteurs décotés, la tech restant au firmament. Un des exemples les plus spectaculaire de fin d'année, ça a été quand même encore l'introduction en bourse de Airbnb, par exemple. On était déjà en plein momentum value. Airbnb double pour sa première journée de bourse à New York. Bon, il y a toujours un élément de rareté, hein, comme on le sait. Donc il y a une prise de position dans un titre que tout le monde aimerait avoir dans son portefeuille. Donc le titre prend quand même l'ascenseur pour en tout cas une courte durée. Puis ensuite la compagnie devra faire ses preuves sur les résultats trimestriels pendant les 2 à 3 prochaines années. Donc le titre, le prix s'ajustera. Mais je crois que ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on est on va rentrer dans la deuxième phase pour 2021. La première phase qu'on a eue 2020, qui s'est déroulée de façon assez convaincante avec le cloud, le service aux consommateurs et le télétravail. Et ça, je parle donc des compagnies comme Apple, Amazon, CrowdStrike, Okta et puis Zoom ou DocuSign. Ça, ce sont les compagnies qui ont été la fondation de cette croissance disproportionnée de la chaîne alimentaire technologie, et que maintenant, comme on rentre dans cette deuxième phase, c'est le rebond économique qui est la nouveauté finalement de cette année, qui redonnera un support considérable aux fondamentaux et à la trajectoire de croissance, non seulement pour les titres technologie en général, mais aussi pour les fintech. Et les fintech, pourquoi ? Parce qu'elles ont un biais cyclique. On pense à des crédits en ligne, on pense à des assureurs en ligne. Ces compagnies, elles vont bénéficier de ce rebond économique. Ce sera plus. Donc on va maintenant chercher la technologie, mais avec des durations plus courtes, si vous voyez ce que j'essaie de dire. C'est plus la technologie du canapé qu'on va continuer d'acheter ou de suracheter, mais c'est toujours de la tech, mais de la tech qui va participer à la reprise cyclique, à la réouverture de l'économie. C'est ça, Guy ? Tout à fait, une disruption, des modèles et des technologies qui vont venir prendre des parts de marché aux traditionnels, aux financières traditionnelles. Donc les fintech, je parle des néobanques par exemple, des banques totalement en ligne, mais qui vont pouvoir, grâce à leurs produits beaucoup plus attractifs pour la nouvelle audience, comme les millennials ou la génération Z, qui voudront participer ou rentrer et s'engager avec des néobanques plutôt que des banques traditionnelles, oui.
quelle place est-ce que ces nouvelles technologies de services financiers, quelle place est-ce que ces technologies vont pouvoir prendre? Je mets ça au regard aussi des politiques de régulation qui se sont quand même durcies un peu brutalement ici et là. On pense à la Chine avec Ant Financial, on pense même aux États-Unis. Le projet Libra de Facebook a été considérablement réduit sous la pression des banques centrales et des régulateurs. Quelle place est-ce qu'on est prêt à... Les régulateurs, quelle place est-ce qu'ils sont prêts à laisser à ces nouvelles technologies financières, Guy? Le régulateur, sa priorité, c'est de ne pas perdre contrôle. Le problème chinois, c'est qu'elle est devenue victime de son propre succès. Pour prendre Alibaba comme exemple, puisqu'on est quand même dans une certaine actualité avec le régulateur qui prend position assez tardivement, finalement, en ce qui concerne le succès d'Alibaba, le succès de Ant Financial, pour être plus précis, avec cet écosystème qui détient environ 1 milliard de clients, qui donc s'engage à prendre des assurances en ligne, une assurance en ligne ses finances gérées par la partie wealth management, ensuite prendre des crédits, tout ça à travers une super app qui est gérée par Ant Financial. Tous ces business, tout ce business qui a été capturé par cette super app, cet écosystème, est perdu par les banques étatiques comme Bank of China, Bank Construction Bank. Le régulateur prend peur puisque les règles ne sont pas les mêmes pour une banque traditionnelle. Elles doivent provisionner contre un crédit pendant que ces super apps ou ces écosystèmes en ligne n'ont pas le provisionnement est vague et n'avait pas été aussi spécifique. Donc c'est un succès. Une victime de son propre succès, tout est allé un peu trop vite, donc le gouvernement chinois, la Banque centrale, essaye de quand même prendre les devants avant qu'une potentielle catastrophe économique devant nous. Mais ça ne remet pas en cause l'avenir que vous entrevoyez pour ces nouvelles technologies financières. Si c'est le relais après on aura eu l'ère des GAFAM, qui resteront bien installés, j'ai pas de doute là-dessus, mais il y a une nouvelle génération de technologies financières notamment là qui est en passe de prendre le relais. Cet avenir-là, il n'est pas obscurci par des mesures de régulation ici et là. À mon avis, non. Je crois qu'il est simplement ralenti pour être mieux géré. Je prends cet exemple de Ant Financial qui est quand même un exemple important puisque c'est peut-être aujourd'hui l'écosystème ou la super app la plus avancée aujourd'hui dans le monde. Et que si je pense à PayPal ou à Square, qui offre aussi une app ou une super app, comme pour exemple Square, Cash App, qui s'appelle Cash App, on parle de 50 millions d'utilisateurs. Pour PayPal, on parle de 360 millions d'utilisateurs. On n'est pas encore au milliard, mais vous pouvez imaginer que ces super apps construisent cet écosystème. Rajoute des services comme par exemple faire des transactions en utilisant Bitcoin. En payant, Square s'engage à payer le marchand en dollars, mais permet l'utilisateur de payer en Bitcoin, qui est donc géré par Square. Donc vous voyez, il y a quand même cette innovation, ce côté innovateur qui est très important. Et ce modèle chinois qui est quand même un modèle que beaucoup dans le reste du monde copient et essayent d'être le premier ou le pionnier en tout cas dans ces écosystèmes. Bon,
Une nouvelle génération de valeurs technologiques. Certaines sont déjà cotées, d'autres seront sans doute cotées demain. Donc le monde de la fintech, une tech beaucoup plus cyclique peut-être que la précédente, ou en tout cas que la tech de confinement qui a été la star de 2020. Merci beaucoup Guy d'avoir exploré avec nous cette thématique ce soir. Guy Deblonnet qui était avec nous par téléphone, gérant action globale chez Jupiter Asset Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.